Chers confrères, mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence conjointe qui sera animée par le ministre. Par 3 membres du gouvernement, nous avons le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue. Les 3 membres du gouvernement aborderont des questions, sujets, entre autres, les accords de Doha, la sécurité des politico-militaires, signataires des protocoles d'accord, les marches pacifiques, la question sur la sécurité même de la population. Et cette conférence sera coordonnée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Vous m'entendez? Allô? Là, vous m'entendez? Très bien. Monsieur le ministre d'État, monsieur le ministre de la Sécurité et moi-même sommes heureux de vous accueillir à l'occasion de cette conférence de presse qui, comme vous le savez, va se tenir à quelques jours de l'ouverture du dialogue national inclusif. Ce dialogue est très attendu par nos compatriotes et ce dialogue, bien qu'il soit très bien préparé, même si il respecte absolument tous les engagements que le gouvernement a pris, ce dialogue néanmoins suscite quelques interrogations et ce sont des interrogations légitimes. Et c'est pour ça que nous avons voulu cette conférence de presse pour que, en toute transparence, l'ensemble des Tchadiens puissent être avertis sur ce qui va se passer. Beaucoup de gens spéculent sur la qualité de ce dialogue. Nous avons voulu, en toute transparence, que ce dialogue nous avons est-ce que vous m'entendez? Nous avons voulu qu'en toute transparence, répondre à toutes les questions qui vont se poser, notamment la question des quotas, parce que c'est une question importante. Le ministre d'État répondra aux questions que vous voulez bien lui poser. Également, nous aborderons les problèmes du pré-dialogue de Doha, la place des politico-militaires dans ce dialogue. Nous allons aussi aborder des questions essentielles qui sont des questions de sécurité. Ces questions de sécurité touchent tant la sécurité des personnes et des biens que la sécurité du dialogue. Il y a aussi des questions récurrentes, ce sont des questions qui sont relatives aux droits démocratiques des Tchadiens, le droit de s'exprimer, le droit de contester, le droit de marcher. Et tous ces droits-là peuvent-ils être préservés durant cette période de dialogue? Voilà des questions essentielles que nous espérons pouvoir aborder avec vous en toute transparence et en toute sincérité. Voilà, je laisse la parole en premier à Monsieur le ministre d'État, ministre en charge de la réconciliation nationale, pour qu'il puisse faire son introduction à ce sujet.
Je vous remercie. Tout le monde m'entend bien? Merci d'être venus, hein, mesdames et messieurs de la presse. Merci évidemment à mon collègue, monsieur le ministre de la Communication, et à l'UNAMA de nous avoir d'avoir pris l'initiative et de nous offrir le cadre. Et merci aussi monsieur notre collègue, le ministre de la Sécurité, pour donc combiner ses efforts avec nous pour répondre à vos questions. L'introduction sera très courte, puisque on est là pour plutôt répondre à vos questions. Je voulais simplement lever quelques équivoques. D'abord, en tant que ministre de la Réconciliation et président du comité d'organisation, je dois préciser que nous ne sommes pas habilités à désigner les participants au dialogue. Les participants sont désignés soit par leur organisation fêtière, soit par leurs institutions, ou désignés par leur hiérarchie pour les forces de défense et de sécurité, etc. Mais nous ne sommes pas habilités à désigner. Nous avons, au niveau du comité d'organisation, notre mission s'était limitée à définir la structure, c'est-à-dire les différentes composantes et les différents quotas, les différents pourcentages, accompagnés de recommandations sur le critère de sélection et de recommandations sur la procédure à prendre. Donc, je dis ça parce que nous recevons souvent des requêtes de groupes, d'organisations, de plateformes en disant que nous avons été oubliés, il faut nous introduire des choses de ce genre. La deuxième précision que je voudrais amener, c'est que dans le cadre du dialogue, comme le chef de l'État a dit, a répété, l'inclusivité et la souveraineté veut dire que tout le courant d'idées soit représenté, que tous les thèmes et tous les sujets peuvent être abordés. Donc, il y a des propositions de thèmes au niveau du comité d'organisation pour faciliter les choses, parce qu'il y a des textes qu'il faut apprêter d'avance pour que les gens ne partent pas à partir de zéro, mais c'est le dialogue qui maîtrise entièrement ces thématiques et ces conclusions, avec l'assurance donnée par le chef de l'État qu'il sera souverain, en ce sens que ces résolutions et conclusions ne seront pas remises en cause par les futures autorités issues de la transition. Dernière remarque que je voudrais faire, c'est que le chef de l'État a dit que tout le monde doit se sentir concerné. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde doit participer. La salle du Palais du 15 où se tient le dialogue, c'est 1200 places. En poussant un peu le mur, si j'ose dire, on peut mettre 100 ou 100 places de plus, mais pas au-delà. Or, rien que des associations reconnues sur le plan national, il y en a plus de 5000. Sans compter les 200, presque 30 partis politiques et tout le reste. Donc, tout le monde doit se sentir concerné, c'est-à-dire que toutes les idées doivent être là. C'est pour ça que nous avons fait les pré-dialogues à l'intérieur, à l'extérieur, pour que tous les thèmes soient débattus à la base et que les délégués soient munis des recommandations, des conclusions, des observations, des critiques aussi, évidemment, des différentes bases pour que ce soit répercuté au sein du dialogue. Donc, je m'excuse de le dire, mais souvent,
nous, Tchadiens, je dirais même Africains, on pense plutôt en termes de présence physique. Or, c'est les idées qui doivent être là. Ce n'est pas tout le monde qui peut être physiquement là. D'où la nécessité, on l'a dit dès le départ, on a fait des ateliers et des rencontres dans ce sens, en Yémen comme ailleurs, en incitant les différentes composantes sociales et politiques de bien discuter à la base, de bien choisir les délégués et de bien les armer avec les arguments et les propositions qu'ils vont défendre. C'est pour ça que tous les débats qu'il y a eu sur le quota et tout ça, nous n'avons pas répondu. Parce que les gens pensent en termes de présence physique et de nombre. Ceux qui pensent qu'il y aura une majorité mécanique ou bien une minorité de blocage, ils se trompent. C'est la force des idées qui va primer. Ce n'est pas la force du nombre, encore moins la force physique. Donc ça, c'est les précisions que je voudrais dire au départ et merci une fois de plus. Oui, merci, Monsieur le ministre d'État. Monsieur le ministre de la Sécurité, je vous laisse introduire sur les questions essentielles de sécurité relatives à ce dialogue. Je voudrais tout d'abord remercier chacun d'entre vous ici présents dans cette salle et aussi vous, chers collègues, de m'avoir donné cette opportunité pour qu'on puisse effectivement de vive voix expliquer non seulement à ceux qui sont dans cette salle, mais à travers effectivement eux, avoir la possibilité d'informer la plupart de nos citoyens pour cette sécurité. Les problèmes sécuritaires, comme vous l'avez dit, c'est un problème essentiel qui concerne chacune et chacun d'entre nous. La sécurité des biens et des personnes sont effectivement le canevas par lequel le gouvernement de transition mis en place s'est attelé depuis bientôt 16 mois. Et comme vous le savez, c'est vrai, c'est un peu difficile, mais vu la conjoncture dans laquelle nous nous trouvions en ce moment, les forces de défense et de sécurité d'une manière générale et surtout la police nationale s'attellent pour que cet événement combien important pour notre pays et pour l'avenir de notre pays soit au mieux assuré. Et tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez parlé d'un certain nombre de paramètres que je laisserai le soin, le moment venu, aux journalistes de poser des questions auxquelles nous nous serons attelés. Et soyez rassurés que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que cette mission régalienne, qui est la défense de la sécurité des biens et des personnes, soit au mieux assurée pour que cet événement et au-delà puisse être un souvenir que chacun d'entre nous aura à bien retenir. Je vous remercie. Merci. Les questions sont ouvertes. Allez-y, monsieur. Vous présentez votre organe de presse et votre nom, s'il vous plaît. Merci, monsieur le ministre. Moi, je suis Mbang Odim Ndongar Stéphane de la radiodiffusion nationale tchadienne. Dans les propos liminaires de vous trois, membres du gouvernement, vous avez déjà situé sur l'objectif de cette conférence de presse. Maintenant, nous sommes à moins de 72 heures de l'ouverture des travaux de ce dialogue tant attendu par les Tchadiens. Et à moins de 72 heures, nous savons tous qu'il y a quelques politico-militaires qui n'ont pas accepté de signer cet accord de Doha et qui ne sont pas justement rentrés. Et il y a, certainement, vous êtes informé que dans la ville, les Tchadiens, le Tchadien lambda, craint quelque chose. Il y en a même qui disent que éventuellement ces gens pourraient créer des hostilités pour perturber donc la tenue de ce dialogue-là. Il y a autre chose, c'est qu'il y a certains partis politiques qui jusque-là ne sont pas d'accord pour aller à ce dialogue, soutenant qu'ils ont des préalables qui n'ont pas été pris en compte. Je cite au hasard les transformateurs, par exemple, qui parlent de la modification de la charte de transition comme condition de leur participation à ce dialogue-là.
il y a tous azimuts aussi une frange de la société civile qui appelle à des manifestations, même le jour de dialogue. Demain également, je crois le 19, il y a une organisation de la société civile qui appelle les Tchadiens à sortir. Le 20 également, le ministre de la Sécurité est là. Il nous dira quelles sont les dispositions prises pour que cela ne perturbe pas le dialogue. Et donc, d'une manière globale, dans ces conditions, dans ce climat sociopolitique un peu complexe, quelles sont les garanties que ce dialogue national inclusif et souverain va se tenir à la satisfaction de l'ensemble de Tchadiens qui attendent beaucoup de ces dialogues-là. Merci. Merci. Vous avez posé une question, mais plusieurs questions qui sont d'ailleurs intéressantes. Et je laisse, il y a des questions sécuritaires, mais aussi des questions politiques. Je crois que tous les trois, on peut répondre à votre question de façon précise. Je laisse la parole d'abord au ministre d'État de répondre sur la question de la crédibilité de ces dialogues sans les politico-militaires et sans la toute petite frange de partis politiques et de sociétés civiles qui ne peut pas participer à ces dialogues. Je vous laisse la parole, Monsieur le ministre d'État. Merci une fois encore. Il faut être réaliste et nous avons bien conscience au niveau du gouvernement et du Conseil militaire de transition, des hautes autorités, que le consensus et l'inclusivité recherchée ne vont pas se matérialiser par une unanimité automatique. C'est un combat progressif. Et par rapport à cela, nous pensons avoir parcouru une partie substantielle du chemin. Mais il restera toujours à faire. Concernant les protocoles militaires, il y a quelques groupes qui n'ont pas voulu signer. Par rapport à cela, nous sommes engagés au niveau du gouvernement à respecter les cessez-le-feu et à laisser la porte ouverte à la négociation, et les accords de Doha sont susceptibles d'être enrichis par d'autres signataires quand les conditions sont réunies. Et nous sommes un peu rassurés aussi par certaines déclarations de nos frères politico-militaires, en particulier le FACT, qui a dit qu'il avait des préalables qui n'ont pas été pris en compte, mais qu'il reste ouvert à la discussion et qu'il s'en tient à la logique de la paix. Par rapport aux forces civiles, nous, au niveau de CODNI, nous avons une mission de préparation. Nous n'avons pas une mission de définir la politique nationale. Or, certaines des questions qu'ils posent, c'est la définition de la politique nationale. Vous savez que certains groupes, au départ, avaient demandé, comme préalable, la dissolution pure et simple du CMT et le remplacer par un autre organe, ou reviser la charte ou la remplacer. Bon, c'est ça, ce n'est pas dans notre mission, nous, en tant qu'une commission ad hoc chargée de la préparation. Ça relève de la souveraineté de l'État. Nous avons identifié quelles sont les composantes. Et à côté des politico-militaires, à l'intérieur, tous les courants qui jusqu'à présent ne sont pas associés à la marche de la transition, ce sont des partis politiques, des syndicats, la Ligue des droits de l'homme, etc. Donc, en tant que composantes, ils sont pris en compte. Nous les avons mis dans des quotas. Et ils ont été contactés pour répondre à cela, mais ils avaient nous n'ont pas répondu parce qu'ils s'accrochaient à ces positions. Notre souci et notre appel, quand je dis nous, là je parle au niveau des hautes autorités de l'État, à commencer par le président lui-même, c'est que
les gens, d'abord, ils ont le droit de se prononcer sur tous les sujets politiques. Vous savez, et même la dernière manifestation assez violente à la mi-mai, ce que nous avons reproché en tant qu'autorité, c'est les débordements. Mais le thème de la manifestation a été librement choisi par les organisateurs. Et la plupart des manifestations ont des thèmes hostiles à la politique du gouvernement. Donc, ce que nous souhaitons à tous les niveaux, c'est que les gens ils aient leur point de vue, mais qu'ils doivent quand même répondre à deux impératifs. Un, que ça s'exprime pacifiquement, ni par les armes, ni par les bagarres dans la rue. Deux, que ce soit dans l'enceinte nationale. Nous ne demandons pas aux gens de venir au dialogue et applaudir la politique du gouvernement ou à voter oui à tout ce qu'on leur a proposé. Qu'ils viennent faire entendre leur voix, quel qu'elle soit le contenu de cette voix. Bon, c'est ça la difficulté. L'autre difficulté, c'est dans la démarche. Par exemple, le frère de FACT, ils ont refusé de signer en posant, entre autres, la question de la libération des prisonniers. Un observateur sera surpris parce que dans le texte des accords signés à Doha, la question de la libération des prisonniers figure bel et bien comme dans tout accord de ce genre. Mais seulement ces frères-là voulaient que ce soit un préalable avant la signature. De même, un certain nombre de positions à l'intérieur ici, qui sont critiquables, d'accord, mais qui sont légitimes pour s'exprimer, ce n'est pas posé en tant que sujet qui doit être discuté dans le dialogue, mais en tant que préalable à régler avant le dialogue. Donc la difficulté, elle vient de là, mais comme je le disais, nos instructions, que ce soit de la part du Premier ministre, notre autorité hiérarchique directe, ou que ce soit de la présidence du Conseil militaire, c'est de maintenir l'ouverture avec tout le monde et de répéter en permanence que nous souhaitons que tout le monde vienne exprimer sa voix dans l'enceinte nationale. Voilà, j'ai fini. Merci, Monsieur le ministre d'État. Nous reviendrons probablement sur ces sujets. Monsieur le ministre de la Sécurité, la question qui concerne la sécurité du dialogue, les manifestations que vous avez entendues, si vous voulez bien pouvoir répondre dessus. Merci, Monsieur le ministre. Avant de commencer à répondre sur cette question, je voudrais juste compléter le ministre d'État par rapport au dialogue et la non-participation de certains politico-militaires à ce dialogue. Je voudrais préciser que je fais partie de ceux qui ont commencé avec le comité technique et spécial. Et nous avions au départ réuni effectivement la plupart des politico-militaires dans certaines capitales, dont la plupart à Paris. Et nous avions signé avec eux un procès verbal qui consistait effectivement à venir participer à Doha au pré-dialogue. Dans ce procès verbal, pour ceux qui n'ont pas pu signer à Doha, il a été exigé un certain nombre de problèmes, surtout 6 points. Sur les 6 points, le gouvernement avait honoré les 4 et il ne restait que le 2. En principe, à Doha, c'était pour partir justement régler les 2 points restants et signer l'accord pour que la plupart des politiques militaires puissent entrer. Mais malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais comme l'a dit le ministre d'État, ce n'est qu'une étape et les négociations se poursuivent parce que jusqu'à là, même ceux qui n'ont pas signé, pour votre information, ils n'ont pas quitté Doha, ils sont encore à Doha. Et nous espérons bien que d'ici les 2-3 jours, peut-être que les gens reviendront au meilleur sentiment. Pour ce qui concerne maintenant la sécurité du dialogue, il y a 2 aspects. Le premier point, c'est celui de la sécurisation d'abord des politico-militaires qui sont déjà rentrés. Pour votre information, il y a 53 membres de délégation qui sont arrivés sur un même vol. Il y en a qui suivent. Et le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour leur hébergement dans certains hôtels de la ville. Et les services de sécurité ont été mobilisés pour que la sécurité de ces
personnalités puissent être assurées au maximum possible. La plupart sont à Ledger Plaza et pour l'instant, personne ne se plaint de leur sécurité. Et j'espère bien que d'ici la fin du dialogue, tout le monde serait satisfait de son séjour ici. Le second volet de la question, c'est par rapport effectivement aux marches. Et c'est vrai, par rapport au décret 941, les marches sont autorisées. Et ils sont autorisés aussi longtemps que possible. Mais quand même, il y a des conditions de demande pour qu'ils ne soient pas soumis à une anarchie où les mêmes citoyens qui réclament cette marche, c'est les mêmes qui vont se plaindre. Parce qu'à l'exemple du 14 mai, que vous avez tous été témoins, là où commence, où s'arrête votre liberté, là où commence la liberté aussi de l'autre. Et nous avons constaté que la plupart des gens confondent le désordre à la marche. Personne aujourd'hui n'a interdit que les marches soient canalisées, organisées, sécurisées. La preuve, c'est que le 14, malgré le débordement, il y a eu zéro faute de la part des forces de défense et de sécurité parce qu'il n'y a pas eu de mort. Et la consigne qui a été toujours donnée, c'est d'éviter qu'il y ait effectivement des bavures policières. Et je pense que depuis, cette consigne a été respectée. Maintenant, tout ce que nous avons, nous continuons à demander aux hommes politiques et à la société civile, c'est de se confirmer ou de se conformer au texte qui nous régisse, c'est celui de déposer une demande en bonne et due forme, et dans les 5 jours ouvrés. C'est-à-dire que si vous voulez marcher, par exemple, le 19, vous êtes obligé de déposer une demande le 14. C'est ce que dit le texte. Et si vous ne déposez pas dans ce délai, je ne pense pas que nous puissions autoriser cette marche. C'est pourquoi moi je pense que chacun d'entre nous doit jouer son rôle. Les partis politiques ou les associations de la société civile doivent jouer leur rôle de responsabilité. Et nous aussi, on doit jouer le nôtre. Voilà un peu, Monsieur le ministre, pour ce qui concerne ces 2 questions, et nous sommes toujours disposés à vous répondre s'il y en a d'autres. Merci. Je voudrais juste ajouter sur la question essentielle, quand les gens disent « nous voulons la modification de la charte de transition », est-ce que vous, journalistes même, vous n'avez pas le sentiment qu'on met la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire que la modification de la charte de transition, peut-être que ceux qui la revendiquent ne connaissent pas un tout petit peu le droit constitutionnel. Si vous modifiez cette charte-là, vous tombez dans un autre régime. Donc, nous, tout ce qu'on demande, c'est que le dialogue national était simplement un dialogue national inclusif. Le chef de l'État a décidé, en plus de l'inclusivité, que ce dialogue devienne souverain. Ce n'est pas un mot en l'air. Ça veut dire que toutes les décisions de ce dialogue s'imposent aux autorités publiques. Si ce dialogue décide de suspendre ou de modifier la charte sera suspendue ou modifiée. Pourquoi alors poser ça comme un préalable? Ça frise l'enfantillage. Nous sommes quand même responsables de la vie de nos concitoyens. Nous ne pouvons pas aller dans l'aventure. Tous les matins, on fait des propositions qui risquent de basculer dans une aventure politique et dans une instabilité chronique de notre pays. Maintenant, les gens ont le droit de refuser le dialogue. Ils ont le droit de dire « nous n'irons pas au dialogue ». Mais nous, on a le droit d'aller au dialogue aussi. Et nous sommes les plus nombreux. Quand j'ai dit que c'est une infime minorité, ça vous a fait sourire. Je dirais maintenant plutôt que c'est une petite minorité qui refuse cela. Donc, on ne peut pas empêcher
plus tous les partis politiques, la quasi-totalité des partis politiques vont aller à ce dialogue-là. Presque toute la société civile ira, la jeunesse ira, le gouvernement ira. Pourquoi refuser d'aller là-bas? Pourquoi faire un procès d'intention? Je ne comprends pas cette logique. Peut-être que je suis trop vieux pour comprendre certains raisonnements de certaines personnes, mais je crois que franchement, il faut venir au dialogue, regarder si ce dialogue est crédible ou pas, et personne ne va vous enchaîner sur votre chaise en disant, puisque vous êtes au dialogue, vous ne pouvez pas partir. Venez, si ça vous plaît pas, vous partez. Mais pourquoi faire des procès d'intention? Pourquoi vouloir manifester devant le palais du 15 pour que ce dialogue n'ait pas lieu? Si ce n'est pas de la simple provocation, expliquez-moi de quoi il s'agit. Maintenant, est-ce que nous allons leur former la porte? Comme l'a dit le ministre d'État, notre porte, enfin, les portes du dialogue, ce n'est même pas notre porte, c'est les portes du dialogue des Tchadiens restent toujours ouvertes. Et nous espérons que c'est parti, parce qu'il y a des démarches quand même qui se font en coulisses pour que l'ensemble des Tchadiens puissent venir. Et je vous donne un exemple à la conférence nationale souveraine. Je crois que le ministre d'État a été un des acteurs de cette conférence. Pendant la conférence, on a constaté que certaines personnalités n'étaient pas présentes et on a ouvert une nouvelle liste pour amener d'autres personnes, d'autres partis politiques. 5 autres partis politiques qui ont été légalisés après la conférence ont été intégrés. Plus d'une centaine de personnalités ressources ont été appelées par la suite dans cette conférence nationale. Donnons la chance à ce dialogue pour qu'il réussisse. Voilà un peu ce que je voulais compléter par rapport à mes 2 collègues. Et nous prenons encore une deuxième question. Le mieux, c'est de poser une seule question, parce que si vous posez 3 questions, on va mettre 30 minutes pour vous répondre. Il n'y a plus d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? On peut conclure cette conférence. السلام عليكم. عبد العزيز من ADP. سؤالي موجه لوزير المصالحة والحوار. يعني في مداخلتك في بداية المؤتمر تحدثت وقلت رئيس الجمهورية قال يعني الحوار يكون جميع التشاديين يشاركوا في الحوار. والآن يعني في أحزاب وجمعيات أعلنت بكونه مقاطعة للحوار ما بتدخل في الحوار ده. وبصفتكم وزير المصالحة والحوار، السياسة السورية شنو كي بيكونوا تقدروا للناس تقنعوهم يدخلوا في الحوار مع الناس؟ Monsieur le ministre d'État, je vous laisse répondre si vous avez compris la question. Ah. Je crois que je vous laisse répondre en arabe, monsieur le ministre d'État. Vous avez fini? Vu qu'il y a d'autres questions dans le même sens, pour qu'on les ramasse en groupe. Vous n'êtes pas inspiré ce jour, journaliste. السلام عليكم. إبراهيم عيسى من صحيفة الأنباء. سؤال موجه لوزير الأمن. تقريبا حصل مشاكل في حدود بين تشاد والسودان، والمشكلة دي الصفحة الرسمي باش اوفيسيال هنا المجلس السيادي السوداني كتب قال كيف متفلتين تشاديين هجموا على سودانيين، وده ما لقينا رد مباشر من الحكومة. فقط المتحدث باسم الإعلام عن القوات المشتركة كلم. ليه الحكومة ما كلم؟ بكر إدريس. سؤالي للوزير المكلف بالوصالة الوطنية فيما يخص عدد المشاركين.
حتى الآن بعض المعارضين أو الناس اللي قاطعوا الحوار يريدون يعني مشاركة عادلة من حيث العدد. يعني صنفوا أن العدد غالبيته الذين يشاركون في هذا الحوار هم الذين مؤيدون للسلطة الحالية الحاكمة. فماذا تردون مثل هكذا اتهامات لسيادتكم في تنظيم هذا الحوار؟ Oui, on va peut-être commencer à répondre. Je passe la parole au ministre de la Sécurité qui va parler des problèmes qui se sont passés à la frontière soudanaise. Je serai obligé de répondre en français parce qu'en arabe, mon arabe n'est pas très... OK? لكن نتجرب. زي ما قلت صراحة المشاكل كان حصلت في حدودنا بين تشاد والسودان مش طبيعية، عشان بين البلدين فيها كمان لو كان بيجي في السودان ولا في تشاد كل نفس العائلة ونفس الناس. ومشكلة حصلت مش مشكلة بين الحكومة السودان وحكومة تشاد. مشكلة زي ده دائما بحصل في الحدود. ومشكلة كان الورا حصلت زي ما كلكم تعرفوا مشكلة سرقة الجمال. ده كمان في تشاد شيء عادي يعني، عشان في عليه حالات زي ده ناس بسرقوا الجمال، وناس دوروا مشكلة سرقة الجمال يحطوه في مشاكل بين بلدين، وده هذا كمان ما بيسامح. عشان ده انت سؤالك صراحة صحيح. في بعض من الناس في ريزو سوسيو حجوا لأن المشكلة ده يخص ناس من تشاد، قوات تشاديين جو حاموا للناس اللي كان سرقوا في السودان، لكن هذا مش صحيح. عشان ده شغل انت مش صحيح. الحكومة تشاد ما عنده له مهنة يقدر يديمانتير حاجات في البداية نعرفوا لأن ما صحيح، وهذا مش بطريق رسميا بإذاعة رسميا ولا بطريق وزارة الخارجية. شيء ده حصلت هنا، وهنا بصفتنا حكومة ما نقدروا نريبوندر حاجات اللي قاعدين في ريزو سوسيو. شكرا. Merci, Monsieur le Ministre. On constate que vous parlez bien l'arabe quand même. Pour les questions en arabe, en fait, c'est les mêmes questions qui ont été posées en français. Donc, je vais répondre en arabe pour leur permettre d'avoir un élément sonore en arabe peut-être. أولاً بالنسبة لي العدد أو نسب المشاركة، هناك كان كلام كثير إنه المشاركة أو النسب غير متكافئة. فنحن على مستوى اللجنة التحضيرية الكودني ما أخذنا في الاعتبار التوازنات السياسية بل التنظيمية. قلنا الأحزاب السياسية هم المعني الأول بالقضايا السياسية. إذن مجمل الأحزاب السياسية عددنا لها 24% مثلا. ثانيا المجتمع المدني دي الكتلة الثانية في الحوار الأساسية، تكون أقل شوية من الأحزاب السياسية وعددنا لهم 21%. ثالثا الفئات ذات الاحتياجات الخاصة أو المتضررة أو المستضعفة، النساء، المعاقين، الشباب إلى آخر ذلك، حدد لهم نسبة أيضا. كذلك التمثيل القاعدة الشعبية من الشيوخ التقليديين ومندوبين الأقاليم حدد لهم نسبة أيضا، والجالية الدياسبورا في الخارج إلى آخر ذلك. إذن بدأنا بمصفوفة توزع الأحجام حسب الفئات التنظيمية. الإشكال الوحيد وكل فئة عن طريق وزارتها يكون في اتصال واختيار المندوبين. فالإشكال الوحيد
إذا اللي حصل بالنسبة للأحزاب السياسية، وهذا يعني حتى داخل اللجنة التحضيرية الكودني أثار نقاش ساخن جدا، هو كيفية توزيع هذه المقاعد بين الأحزاب. هل نأخذ في الاعتبار كل الأحزاب الحزب اللي تكون قبل شهر، والحزب اللي تكون من بداية العملية الديمقراطية وشارك في انتخابات وله نواب وله أعضاء في المجالس البلديات إلى آخر ذلك، ونحطهم كلهم في نفس المستوى، كان في بعض الأصوات تطالب بهذا. فشفنا هذا لا يمثل الحقيقة الشعبية. قلنا لابد من إعطاء بعض الامتيازات. بنينا على حجم التواجد في البرلمان وفي المجالس البلدية. مثلا الحزب ليس له أي عضو في البرلمان ديبيوتي ولا أي عضو في أي مجلس بلدي، اللهم إلا عند ورقة التسجيل، هذا مقعد واحد. وهذا الحزب عند على الأقل نائب واحد، ديبيوتي واحد، نزود له مقعد ثاني. لو على الأقل عند 5 مقاعد في المجلس البلديات كونسيل مينيستيبو، نعطوه مقعد زيادة. في البرلمان لو عند جروب برلمانتير، مجموعة برلمانية، نعطوه مقعدين. الجروب برلمانتير هو 8 مقاعد في البرلمان. عند مجموعة واحدة، جروب واحد، ندو 2 مقعدين. الزائد على ذاك كل 8 أخرى يزودوا على 2. بهذه ودي ناقشنا بين كل الفئات ولقينا إن هذا الحل منصف. بهذه الطريقة مثلا الحزب الام بي اس جاء الأول، لكن عنده حوالي 30 مقعد في الألف كم، ما أكثر من كده بهذا الحساب. وده يعني حتى إخواننا في الام بي اس كانوا شعب بظلم، لأنك بدينا بعملية التواجد في البرلمان. مثلا الام بي اس له قرابة 120 عضو في البرلمان. على مستوى البلديات التحالف حول الام بي اس له قرابة 700 مستشار. فكان عملناه بالنسبة المئوية، فتجي عملية في هذه الحالة غير متكافئة. فهني نقصنا عشان يكون الفارق بين الأحزاب اللي لها وجود قوي والآخرين ما يكون كبير بالزيادة، لكن لابد من تمييز. الانتقاد أو الهجوم اللي واجهنا، فإنه إلى جانب الناس لا يمكن أن تنتقد هذا التوزيع على مستوى الأحزاب، تقول لا الجمعيات والمؤقين والنساء والشباب دول كلهم تابعين للحزب الحاكم. فهذا ما في يدنا نحن ما عندنا مقياس. أو لما إنسان يجي باسم جمعية أو باسم نقابة نشيل درجة الحرارة نقول لا أنت ده ما جمعية، أنت ده ام بي اس. ما عندنا هذه الطريقة. فنعمل الناس حسب التنظيمات. ومثل ما قلت في البداية، المشكلة مشكلة العددية. الناس تثق في أنفسها وتثق في قوتها الفكرية لتقديم الحجج المناسبة لتمرير آرائها. لكن لو دخلنا في موضوع بتاع ميزان القوة العددية فنجد إلى طريق مسدود، لأن نحن مبدأ الحوار هو الإجماع، الكونسنسوس، ما الأصوات ولا العدد. شكرا. Oui, y a-t-il des questions ou s'il n'y a pas de questions, Monsieur le ministre d'État, il y a une question, puisque vous ne faites pas votre travail, je vais le faire à votre place. La question essentielle qui se pose. Ah, il y a une doigt qui se lève, allons-y. Merci, Monsieur le ministre. Vous êtes sans ignorer que hier, le président sénégalais, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, a été en visite de travail au Tchad. Ma question elle est adressée au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Alors, dans sa déclaration faite au palais présidentiel, le président Macky Sall a rendu un hommage mérité, d'abord au Tchad, vu les sacrifices consentis en matière de lutte contre le terrorisme sous-régional et international. Et également, il a rendu un hommage appuyé au président du Conseil militaire de transition relative
à la signature de l'accord de Doha, qui a conduit au pays plus d'une quarantaine d'ex-chefs rebelles et d'autres exilés politiques. Alors, cette déclaration du président en exercice de l'Union africaine a fait un peu le tour du monde. Certains disent que non, l'Union africaine s'est déjà penchée et puis on connaît sa couleur. Vous, étant membre du gouvernement, quelle analyse faites-vous? Merci. Puisque la question est posée au porte-parole du gouvernement, je voudrais d'abord vous dire que le président Macky Sall est venu au Tchad sur invitation du président du Conseil militaire de transition, puisqu'ils se sont retrouvés à Lusaka et ils ont échangé. Le président de la République, chef de l'État, a invité M. Macky Sall à venir au Tchad, d'autant plus qu'il exerce, comme vous savez, la présidence de l'Union africaine. J'ai personnellement assisté à cette audience et je peux vous dire qu'il a apporté son soutien, comme vous dites, au chef de l'État, mais ça tombe sous le coup du bon sens, dans la mesure où depuis le début de la transition, les choses se sont bien faites au Tchad. C'est le gouvernement qui presse pour que le dialogue ait lieu. C'est le gouvernement qui a plusieurs fois mis des dates impératives qu'il a dû changer à cause de Doha. Finalement, nous avons décidé de fixer la date du 20 et de s'en tenir parce que ça fait 5 mois que les gens parlent à Doha. Même si on prolonge encore de 5 mois, je ne pense pas qu'on aura un autre résultat plus positif que celui qu'on a aujourd'hui. Le ministre d'État a bien expliqué qu'il y a des groupes qui n'ont pas signé, mais nous avons espoir qu'ils rejoignent en cours de route le dialogue et qu'ils viennent s'y intégrer. Maintenant, pourquoi le président Macky Sall a soutenu la transition tchadienne? Parce que beaucoup pensaient que l'Union africaine allait nous mettre une sorte d'ouka sur la tête. Mais non, les gens de l'Union africaine savent très bien que l'une des transitions les mieux dirigées aujourd'hui d'Afrique, c'est la transition tchadienne. C'est une transition complètement, totalement inclusive. Et en plus, le président du COTNI, le ministre d'État, ne va pas me démentir sur ce sujet. Le COTNI est composé, est vraiment le reflet de la société tchadienne. Le travail du COTNI se fait dans une transparence et une démocratie totale. Bien sûr, il y a des tiraillements, mais tous les membres du COTNI sont derrière le bureau du COTNI qui va organiser un dialogue difficile. La préparation, Cheikh Ibn Omar ne vous a pas dit les problèmes qu'il a dû rencontrer, qu'il a dû gérer. Peut-être par modestie, il ne vous a pas dit ça. Mais moi qui suis membre du COTNI et proche de lui, je peux vous dire que ça n'a pas été facile pour lui. Parce qu'il fallait ménager les susceptibilités des uns et des autres. Et je crois qu'il continue encore à gérer ce problème. L'un des problèmes principaux que je voulais lui poser et qu'il répondra dessus tout à l'heure, c'est de savoir est-ce que le quota qui a été mis en place, c'est pour verrouiller la salle et faire un forum qui n'en soit pas un. Alors que c'est complètement faux. Les gens ont travaillé vraiment dans la transparence la plus totale. Et il s'expliquera dessus d'ailleurs. Parce que c'est important que les gens pensent. On parle beaucoup du quota, alors que quand on lit les participants, on voit bien que c'est vraiment le reflet de la société tchadienne. Le président Macky Sall a rendu un grand hommage au président du Conseil militaire de transition, qui est, je crois, je le pense sincèrement, un homme animé d'une très très bonne volonté. Il n'a pas peur d'aller en avant. Le fait qu'il déclare la souveraineté de la conférence avant la tenue de la conférence montre sa bonne volonté. Pour mémoire, la question de la souveraineté de la conférence nationale souveraine nous a pris presque 1 mois pour résoudre cette question. Lors de la première conférence dont vous avez les images à la télévision, d'ailleurs je remercie l'ONAMA d'avoir extrait les archives
de la conférence nationale pour inspirer les jeunes qui vont aller à cette conférence, à cette nouvelle conférence, pour voir le niveau des débats, qui sont des débats politiques, des débats pour l'avenir du Tchad. Et il a rendu hommage aussi aux forces tchadiennes qui ont payé quand même un lourd tribut dans la lutte contre le terrorisme. Et cette visite-là démontre à ceux qui hésitent que l'Union africaine, l'Union européenne, l'ensemble de la communauté internationale est derrière ce dialogue et derrière les autorités tchadiennes. Et il serait de bon ton que tout le monde vienne à ce dialogue et c'est notre souhait le plus ardent. Je laisse peut-être la parole à ceux qui veulent poser des questions sur les questions de sécurité et les questions essentielles sur l'idée même de cette conférence. Est-ce que c'est une vraie conférence? Ce sont des questions essentielles. Les Tchadiens attendent la réponse des autorités sur cette question. Allez-y, monsieur. Commençons par la dame peut-être et après à vous. Moi, ma question s'adresse au ministre. Dans le micro, madame. Bonjour, moi c'est Nblane Asbegui Angèle. Je suis stagiaire à la radio Espoir. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité. Et nous savons tous que nous sommes à moins de 72 heures de la tenue du dialogue national inclusif. Ma question est de savoir quelles sont les dispositions que vous avez prises à l'égard de la presse dans ce moment-là concernant les récits de leur métier, puisque vous avez dit qu'ils ne nécessitent pas la présence de tout le monde, mais plutôt morale. Le journaliste, son rôle, c'est d'informer les citoyens. Nous savons qu'il y a moins de 6 jours, il y a certains de nos confrères qui sont partis pour l'autre, comment on appelle, pour couvrir la fête de 11 août. Et ils ont été même bastonnés, arrachés. On a même arraché certains de leurs matériels. Donc j'aimerais savoir quelles sont les dispositions que vous avez prises à l'égard de la presse. Merci. Bonjour à tous. Je suis Yves Indignan de la radio Arc-en-Ciel. Déjà, je suis très ému des différents détails que vous avez à donner à propos de l'organisation Dialogue national inclusif. Alors, ma question s'adresse aussi au ministre de la Sécurité. En fait, durant la préparation du dialogue, sinon le pré-dialogue et tout ça, le Tchad a connu assez des cas d'insécurité dans les provinces comme ici à N'Djamena et tout. Et le récent cas que je voudrais peut-être énumérer, le cas de Léon Baya, où les Tchadiens s'entretuent. Entre-temps, beaucoup plus les idées, ou bien tout est orienté vers le dialogue. Mais on est en train d'organiser un dialogue pour les Tchadiens. Et c'est pour tourner la page de l'histoire. Est-ce qu'on est content d'aller au dialogue pendant que des Tchadiens s'entretuent de l'autre côté? Et cette question ne préoccupe pas tellement les autorités, les plus hautes autorités. Bon, je peux me tromper, peut-être que c'est pris en compte, mais bon, qu'est-ce que vous dites de ces cas d'insécurité et surtout des conflits qui battent le plein comme ça? Et entre-temps, on est en train de se converger vers le dialogue national. Tout à l'heure, le ministre de la Communication disait peut-être que c'est de mettre la charrue avant les bœufs, mais peut-être au dialogue entre guillemets, ces questions seront traitées ou prises en compte. Mais entre-temps, que fait-on de ça? Soyez bref. Merci beaucoup. En tout cas, je suis sûr que vous avez compris déjà ma application. Merci. Merci, mademoiselle. Moi, je pense que par rapport à votre question, les dispositions qui doivent être prises pour protéger les services de presse sont très importantes. Je me souviens de cet incident qui est arrivé le 11 août, parce que j'ai été saisi par mes services. On était d'ailleurs ensemble avec le ministre de la Communication. Et aussitôt, non, c'est par mes services que j'ai été saisi, par le service de presse du ministère, parce qu'à qui j'avais demandé à ce qu'ils prennent à tâche. Depuis que nous sommes là, je pense que la plupart des journalistes ici présents dans cette salle peuvent le prouver, parce que je demandais à ce que notre service de presse prenne contact
permanemment avec les organes de presse pour que s'il y a une bavure policière quelque part, mieux vaut anticiper pour donner l'information aux gens avant que les presse s'en procure. Et ce qui fait que M. Paul Manga, que vous connaissez bien d'ailleurs, c'est lui qui m'a tout de suite envoyé un message pour dire que les éléments de la presse de TV Salam, je ne me rappelle pas très bien, c'est Salam, je pense bien, ont eu des difficultés. Et aussitôt, j'ai demandé à voir de quel côté on a, je pense, que réglé ce problème. Et le soir, on m'a rendu compte que tout est rentré dans l'ordre. C'est pour vous dire que nous sommes aussi attentifs à votre sécurité. Et soyez rassurés que pour ce qui concerne la couverture au niveau du Palais du 15, le plus important, c'est que nous avons mis en place des services qui sont depuis déjà 5 jours en effet ça, essayer de rappeler à l'ordre. On se réunit pour essayer de donner des ordres même écrits, parce que ce n'est pas la peine de dire après que non, j'ai entendu dire non, c'est des ordres écrits. Et nous avons mis en place aussi des consignes fermes, écrites, pour que les gens, surtout, se comportent de manière responsable vis-à-vis des citoyens. Je ne dirais pas qu'il n'y aura pas de bavure, mais nous essaierons au maximum pour que les personnes qui se permettront de pouvoir aller dans le sens contraire des consignes données puissent eux aussi être rappelés à l'ordre. Pour ce qui concerne effectivement le Tchad profond, vous avez parfaitement raison, parce que cet aspect, ce n'est pas vous. Nous avons tenu une réunion il y a 3 jours autour du chef de l'État. Et au cours de cette réunion, je pense que le ministre de la Communication était avec nous. Et là aussi, les consignes qui nous ont été données étaient très fermes. Et je ne vous le cache pas, j'étais la personne qui avait au cours de cette réunion même souhaité que pendant cette période, qu'il n'y ait pas de démarche. Je ne vous le cache pas. Qu'il n'y ait pas de démarche, qu'on prenne quand même, que je prenne un arrêté pour suspendre les marches et autres, pour mieux sécuriser la population et autres. Et je n'ai pas été écouté. Et par qui? Par le chef de l'État, qui m'a instruit de ne pas interdire les marches. Je ne le dis pas, je ne suis pas un homme politique, je suis militaire. J'ai été instruit de laisser les marches, mais de prendre ma responsabilité pour les sécuriser. Alors, d'où, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, à un niveau donné de responsabilité, il va de soi qu'il va falloir s'assumer. Mais je profite aussi de l'occasion pour lancer un appel à tous les citoyens. On marche pour dire quoi et pour faire quoi? C'est pour réclamer ses droits. Et du moment où il y a un dialogue qui se dit inclusif et qui est là, allez dire ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de marcher, par exemple, à 24 heures, 48 heures d'un dialogue qui s'ouvre à vous. C'est comme une assemblée générale. Vous êtes convoqué à une assemblée générale, il y a une majorité, que vous soyez là ou pas, l'assemblée se tient. Et c'est les tenues, c'est les décisions de l'assemblée qui sont prises. C'est pourquoi moi je pense que pour ce qui concerne le Tchad profond, très sincèrement, c'est des situations que nous déplorons tous. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui expliquer qu'à cause d'une houe, par exemple, à Mangalmé, c'était à cause d'une houe. Et là, en quoi est-ce que le gouvernement serait responsable si des citoyens d'un même pays, des gens qui sont voisins, s'entretuent à cause d'une houe? Est-ce que vraiment c'est une responsabilité de l'État? Est-ce que l'État est responsable parce qu'un bœuf, un animal, rentre dans un champ, ça a dévasté, au lieu que vous soyez ensemble et regardez quels sont les dégâts causés par cet animal, et que si vous vous entretuez, est-ce que c'est vraiment la responsabilité de l'État? Moi, je pense que le problème il est profond. Il faudrait bien que chacun d'entre nous, et en plus, je vais peut-être être très bref, mais tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux n'est pas forcément la vérité. C'est ça aussi le problème. Nous avons un peuple à peut-être 40% non instruit. Aujourd'hui, dans certains pays, par rapport à ces problèmes qui est animé
par des gens, quand on a vérifié, la plupart des problèmes dans les villages sont attisés par des gens qui vivent ici à N'Djamena, selon les informations que nous avons reçues. Et ces problèmes, aujourd'hui, si on ne fait pas attention, ça ne serait pas seulement Léo, ça ne serait pas Mangalmé, ça ne serait pas à nos frontières soudanaises, mais ça serait dans le Tchad d'une manière générale. C'est une alerte. Et là, c'est le comportement des citoyens. Il faudrait bien, les réseaux sociaux aujourd'hui, ils sont utilisés pour attiser la haine. Or, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour ça. Et aujourd'hui, les images qu'on vous montre quelquefois dans les réseaux sociaux, ce n'est pas des images réelles. C'est pourquoi moi je pense que nous allons, cela ne veut pas dire que nous allons nous rétracter. Par rapport à chaque fois qu'il y a un problème, nous avons pris des dispositions. Pour Léo, on a tout de suite envoyé les forces de l'ordre. Pour Mangalmé, on a envoyé le gouverneur, ça fait déjà plus d'une semaine qu'il est sur place. Bref, nous allons tout faire pour que la sécurité des biens et des personnes soit au mieux assurée. Mais nous demandons aussi, à vous qui êtes intellectuels, à vous qui êtes ici, qui attisez cette haine, de pouvoir propager un autre message pour que les Tchadiens au moins vivent ensemble. Je vous remercie. Alors, juste, Monsieur le ministre, moi j'ai été à Sandana dans une mission d'un conflit intercommunautaire et à peine nous avons pris l'hélicoptère pour retourner. Dans l'hélicoptère, je voyais sur les réseaux sociaux dire que l'hélicoptère des ministres a été attaqué par la population alors que la population s'est montrée de façon pacifique, même si elle a manifesté un peu sa colère. Nous sommes allés nous recueillir sur les tombes des victimes et dès que je suis descendu de l'hélicoptère, je voyais une série de smartphones qui nous filmaient. Et quand je me suis renseigné, toutes ces personnes venaient de SAR. Quelque temps après, on parle de la diaspora qui relaie ces informations-là. Je crois que c'est très important ce que le ministre de la Sécurité a dit. Il faut que les cadres, les intellectuels se disent qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis des populations. Pour des raisons d'ambition personnelle, il ne faut pas attiser la haine et l'instabilité dans nos provinces. Nos populations sont faibles, elles vivent dans des conditions déjà difficiles. Si vous attisez la haine, vous allez avoir une marmite qui va exploser. Notre pays est une mosaïque d'ethnies, de cultures, de tribus. Ça doit être une chance et non pas un handicap. Beaucoup d'intellectuels, énormément, croient que leurs ambitions commencent par attiser la haine au lieu de se rendre eux-mêmes dans leur pays pour voir la réalité. Moi, j'ai été à Béché, j'ai été à Sandana, et je peux vous dire que quand on voit la réalité de ce qui se passe là-bas, c'est strictement différent de ce que nous, on avait comme image de ce qui se passe avant. Il n'y a pas de bons citoyens et de mauvais citoyens. Il y a des conflits entre les communautés. Ce sont des conflits qui sont là depuis longtemps, latents, et notamment les conflits éleveurs-agriculteurs auxquels il faut trouver des solutions rapides. Moi, je vais laisser peut-être une dernière parole au ministre d'État qui va peut-être nous dire exactement la crédibilité de ce dialogue parce que c'est lui qui a géré ça depuis plus de 15 mois. Et est-ce que vraiment ce dialogue-là est un dialogue crédible, est un dialogue qui peut faire croire aux Tchadiens que ça va être une chance, un dialogue qui va mettre en place véritablement des institutions démocratiques? Est-ce que le travail au préalable qu'ils ont fait est un travail satisfaisant pour permettre aux Tchadiens de se rassurer sur l'issue de ce dialogue? Et nous allons conclure cette conférence de presse après la conclusion du ministre d'État et le ministre de la Sécurité. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Bon, les gens se réveillent vraiment au dernier moment. Allez-y.
essayez que votre question aussi soit dans le sens de la mienne. Hein. Absolument. Merci, Monsieur le ministre. Je suis Abgué Boukar du journal Le Pays. J'émettrais peut-être des réserves par rapport au ministre de la Sécurité, mais d'autre part, vous-même et Monsieur le ministre d'État avez été des acteurs de la conférence nationale souveraine. Pendant que la conférence nationale souveraine s'est tenue en 1993, il y a un certain nombre de groupes militaires qui n'ont pas été conviés. Je citerai pour exemple le MNRT d'Abaskoti. Maintenant, vous savez que malgré que le Tchad a tenu sa CNS, il y a eu des troubles sans cesse jusqu'à ce qu'on a connu en 2021. Maintenant, on a comme l'impression que le gouvernement minimise, disons, la non-participation d'un certain nombre de politico-militaires. Je citerai le FACT, parce que dans vos communications, vous dites souvent qu'il y a une bonne partie, une trentaine de politico-militaires qui sont arrivés. Mais maintenant, pour que ce dialogue-là soit vraiment un dialogue national inclusif, ne fallait-il pas prendre le temps pour chercher à ramener ces gens-là à ce dialogue et surtout aussi sur place ici au pays, une bonne partie de la société civile et certains partis ne sont pas d'accord. On a pris 5 mois pour discuter à Doha. Ne fallait-il pas avoir aussi un dialogue avec ceux-là qui refusent d'aller à ce dialogue avant vraiment de tenir le dialogue et puis donner la chance aux Tchadiens d'aplanir tout et puis de prendre l'envol? Merci, merci. J'ai l'impression que vous vous réveillez au dernier moment. Si ce n'est pas dans le même sens, laissez le ministre d'État poser la question, répondre et vous poserez votre question. Okay, pas de problème. Allez-y. Okay. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Malik Mohamed Tidjani, journaliste d'Alui Info. Pourquoi le gouvernement a dépensé des milliards pour le dialogue de Qatar, mais ne semble pas venir dialoguer avec Okitama, les transformateurs et le PSF. Et pourtant, ils représentent des forces non négligeables. Merci. Monsieur le ministre d'État, les 2 questions vous sont adressées. Je ne vais pas m'étendre longuement parce que ça nous amènerait un peu trop loin. D'abord, sur la question de la crédibilité du dialogue. Ça, c'est à la population tchadienne de juger à la fin la qualité du résultat qu'on aura atteint. Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est expliciter la démarche que nous avons accomplie. Dès le départ, nous avions eu une mission très claire qui a été tracée par le président de la République lui-même. Parce que souvent, on a tendance un peu à oublier que le premier initiateur du dialogue, c'est le Conseil militaire de transition lui-même, qui, dès le départ, donc, a affirmé cette orientation. Et le ministère de la Réconciliation, qui est une nouvelle création dans l'histoire du Tchad, et dès la formation du gouvernement, donc, a été mise en place pour donner corps à cette orientation. Vous avez fait la comparaison avec Doha. Le Tchad n'a pas dépensé des milliards à Doha. Bon, toute la logistique avait été prise en charge par le Qatari. 5 mois dans les hôtels, évidemment, ça fait beaucoup. Mais ce côté, le Tchad a été soulagé par la prise en charge totale de toutes les délégations pendant la présence à Doha. Peut-être que notre trésor a couvert les billets des délégations que sont partis et venus. Et là même, le retour
des signataires de Doha est organisée par le pays hôte là-bas, par de différents vols. Donc la démarche que nous avons, contrairement donc à ce que vous avez dit, nous n'avons pas inclus les politico-militaires et exclu ceux qui sont de l'opposition civile à l'intérieur. Dès notre prise de fonction, avant même la formation de CODNI, nous avons tenu des réunions de consultation avec toutes les forces vives. Les partis politiques et les transformateurs étaient là et beaucoup d'organisations qui étaient dans Wokitama étaient là invités dès les premiers jours. De même chose pour les associations des jeunes, des femmes, etc. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est triste à dire, mais la rencontre avec des associations des jeunes et avec les partis politiques, ça a failli en venir aux mains. Bon, c'est peut-être négatif, mais c'est positif en ce sens que on n'était pas venu avec un schéma fermé. Et donc nous avons, au départ, tous les partis actuellement qui sont en rupture et les organisations sont venus dans les salles avec les syndicats ou les partis politiques, etc. Et ils ont pris parole. Et nous leur avons expliqué que même pour organiser le dialogue, notre souhait est que l'inclusivité commence déjà à la phase préparatoire. Et le Premier ministre, en lançant donc ce processus de consultation, avait utilisé la phrase suivante en disant que même les divergences par rapport au dialogue inclusif doivent être réglées de façon inclusive. Et nous avons souhaité que le CODNI fût mis en place sur cette base-là. Et donc, il y a eu ces premières réunions. Après, nous avons demandé à chaque composante de désigner ses représentants, parce que le CODNI, bon, il y avait un nombre quand même de places limitées, moins de 80, mais en tenant compte des différents courants, etc. Donc, nous n'avons pas exclu et depuis lors, à toutes les rencontres qu'on a eues dans par exemple, les pré-dialogues que nous avons organisés en province et dans certains pays où résident nos compatriotes de la diaspora, l'invitation a été faite à tout le monde. À tel point que dans un pré-dialogue, je ne sais plus dans quelle localité, un parti politique qui était en rupture a fait un communiqué pour dire que ces militants qui ont assisté au pré-dialogue ne représentent pas le parti. Donc nous, notre politique et notre devoir aussi a été d'inviter à toutes les occasions et à faire participer le maximum de gens. Ce n'est pas que donc on a fermé la porte. La difficulté qu'on a eue au niveau du CODNI, c'est que nous sommes obligés de respecter le cadre des définitions de composantes. C'est-à-dire, en tant que CODNI, il nous est difficile de discuter avec Wokitama. Parce que c'est une plateforme, il y a beaucoup d'autres plateformes. Par contre, les transformateurs, l'UST, la Ligue des droits, toutes les composantes, on les invite dans leur cadre respectif. Parce que nous avons identifié les forces en fonction de leur statut institutionnel, les partis politiques, etc. Et vous savez très bien que même au niveau de la présidente de la République, le fil n'a jamais été rompu. Il y a eu une rencontre avec une délégation de Wokitama et au niveau du ministre, il y a eu plusieurs rencontres, pas seulement avec cette plateforme, mais avec tous les groupes ou les partis, les organisations de différents horizons. Et jusqu'à présent, notre appel, ce n'est pas leur dire renoncez à vos positions ou changer d'idée, etc., mais de dire conservez vos idées, exprimez-les librement, pacifiquement, et demain, venez les dire dans la grande enceinte nationale. C'est là, et le ministre Roulamada a rappelé que pendant la conférence nationale 1993, on a eu des difficultés de ce genre. On a même suspendu des fois les travaux parce qu'il y a des gens qui menaçaient de claquer la porte ou de démissionner, qu'il fallait les calmer, etc. Ça fait partie de l'exercice démocratique. Nous ne perdons pas espoir, mais la chose n'est pas aussi simple. Nous ne pouvons que répéter cet appel en espérant que les gens finissent par entendre raison.
et comprendre surtout que vaut mieux que leur voix soit portée dans cette occasion quand même qui est assez unique. On a eu d'autres conférences, des forums, etc. Mais c'est pour la première fois, unique par le contexte, hein, de la mort brutale du chef de l'État, le fin maréchal, paix à son âme, mais unique aussi par son cadre, parce que c'est pour là qu'on a eu des discussions à l'intérieur, des accords avec les politico-militaires, et souvent ce sont des accords partiels avec ou tel du groupe. Pour la première fois, les forces civiles et les mouvements armés, globalement, vont se retrouver toutes dans la même enceinte. C'est pour ça que je dis que ce doublement unique et par le contexte et par le format. Donc c'est une occasion que, ne serait-ce que pour porter sa voix, à ne pas rater. Non, nous ne pouvons pas donner de garanties sur que telle ou telle décision sera prise forcément dans le dialogue. Parce que le destin final sur le plan institutionnel sera tranché au niveau des élections. C'est comme si vous demandez, avant d'aller aux élections, qu'un parti politique dise que moi je vais aller aux élections, mais à condition que j'ai au minimum tant de voix, ou bien que les gens votent pour tel ou tel programme. On ne peut pas le garantir ça. Ça fait partie du jeu démocratique. Et même si on n'arrive pas à avoir gain de cause, tant que le climat de paix et de démocratie, de dialogue est maintenu, vous avez toujours l'occasion de revenir à la charge et de reposer vos problèmes. Merci. Oui, juste pour votre information, à la conférence nationale, il y avait un seul groupe politico-militaire très actif, je crois que c'était le groupe de Kété Moïse, qui avait envoyé pendant la conférence nationale des représentants, et c'est Laouken Bardé qui est venu représenter Kété Moïse à cette conférence-là. Quant au groupe d'Abbas Koti, ils étaient en négociation avec le pouvoir, et Abbas Koti a rallié en août 1993, avant qu'il soit mort, et son décès a survenu en octobre 1993. Donc, personne n'a été véritablement... La conférence nationale a pris contact avec Abbas Koti et avec tous les groupes rebelles, et ceux qui ont voulu venir sont... Mais en 1993, l'idée n'était pas d'inviter les groupes politico-militaires, puisque tous les groupes politico-militaires étaient supposés dissous, puisqu'on a brûlé les armes avant de commencer la conférence. Mais pendant la conférence, quand on a vu qu'il y avait une ébullition au sud, je me souviens, c'est moi qui ai interpellé le ministre de la fonction publique qui a fait une tournée dans le sud du pays, et on a suspendu la conférence pour que M. Ousmane Djidda, ministre de la fonction publique, émissaire du gouvernement au sud, vienne s'expliquer à la conférence nationale. Ensuite, des négociations ont été entamées avec Kété Moïse, qui a rejoint la conférence nationale, et des négociations avec Abbas Koti, qui a rallié en août 1993 avant de décéder en octobre. Donc vos informations ne sont pas si justes que ça, mais vous avez l'âge qui ne vous a pas permis d'appréhender tout. Je vous remercie. Maintenant, Monsieur le ministre, question de sécurité, vous concluez et puis nous allons mettre un terme à cette conférence parce que le ministre d'État est l'un des plus chargés du gouvernement aujourd'hui. Il a plein de réunions. Je crois que vous n'avez pas moins d'une centaine d'appels sur votre téléphone. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je voudrais aussi, effectivement, comme vous l'avez dit, rassurer notre cher collègue que, franchement, personne ne veut aujourd'hui qu'il y ait un problème d'insécurité dans le pays. Et soyez aussi rassurés que les forces de défense et de sécurité, surtout ceux qui sont chargés, les forces de troisième catégorie, ceux qui sont chargés de sécuriser nos frontières, les font très bien. Et pour l'instant, nous n'avons pas une crainte quelconque, parce que si j'ai bien compris votre question, c'est que nous sommes en train de pouvoir vivre une situation où il y a des politico-militaires qui ne sont pas venus et qu'il y a une crainte derrière. Soyez rassurés que nos frontières seront au maximum sécurisées. Pour le reste, nous souhaitons que la sécurité d'un État, d'une manière générale, de sa population, dépend aussi du degré de collaboration de ses citoyens. Parce que nous souhaiterions, en tant que ministre de la Sécurité et de l'Immigration, que la population, que ce soit à N'Djamena ou partout ailleurs, collabore avec ses forces de défense et de sécurité. Et il y a plusieurs façons de collaborer. Par les informations, par l'appui, parce qu'aujourd'hui,
la plupart des citoyens ne jouent pas le rôle qu'ils doivent jouer. Il faut dénoncer. Et tout ça contribue effectivement à la sécurité, d'abord le vôtre et de manière générale de tous les pays. C'est pourquoi moi je pense que pour ce qui concerne la conférence, toutes les dispositions sont prises à N'Djamena et aussi dans les grandes villes pour que cette opération tant attendue se passe dans de meilleures conditions. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames, messieurs les journalistes, monsieur le ministre d'État, monsieur le ministre de la Sécurité. Cette conférence arrive à son terme. Je vais donc m'atteler à la conclure. Le seul message de cette conférence est un message d'espoir que nous voulons lancer aux acteurs politiques et au-delà d'eux, à tous les Tchadiens, pour que nous participons tous à ce dialogue-là et que nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour qu'à l'issue de ce dialogue, nous puissions léguer à la postérité un pays réconcilié, un pays uni, des institutions crédibles, la capacité pour l'État d'assurer l'alternance politique, de faire en sorte que notre jeunesse, qui attend beaucoup, qui est parfois désemparée, puisse trouver des justifications pour l'avenir et puisse adhérer au projet que le Conseil militaire de transition et le gouvernement mettent en place pour la renaissance de notre pays. Je vous remercie d'être venu et à la prochaine.